Le Paris Saint-Germain New Look est bien décidé à faire une entrée tonitruante en première division. 6 arrivées et pas des moindres. Mustapha Daleb, international algérien, 22 ans, vient de Sedan, poste ailier gauche. Daleb, joli percée de Mustapha Daleb, extraordinaire. Oh là 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 là. Oh, que c'était merveilleux. Ah, que c'est dommage, ça pouvait être la réponse de Daleb à Baron Kelly. Mustapha Daleb, la première grande star offensive du PSG. J'avais vraiment envie de le découvrir. J'avais vu que quelques buts et il fallait vraiment que je me plonge dans sa carrière, surtout au PSG. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, présenter l'attaquant algérien et sa vie, en s'aidant pour comprendre un peu son contexte du texte de Paul Dichy, Histoire des premières migrations de joueurs africains en Europe. J'ai dit que je ferais quand c'était possible, j'ai trouvé un texte scientifique à mêler à la vie de Daleb. Et avec ce joueur, on est sur le premier génie du club, un talent qu'on banalisait presque, tellement il était bon tout le temps sur le terrain. Il était a priori plutôt réservé et gardait son côté fantasque pour le rectangle vert. On décrirait ses débordements comme de la prestidigitation. C'est d'ailleurs souvent des joueurs offensifs qui sont ciblés en Afrique par les clubs européens pour briser les verrous des défenses. Et les recrutements de joueurs africains commencent à se faire en Angleterre dans les années 1910, où on voit des footballeurs égyptiens arriver en Grande-Bretagne. Globalement, tous les pays qui ont des colonies vont se servir dans le réservoir qu'ils se sont créés. C'est d'ailleurs comme ça que le Portugal ou la Belgique vont développer leur équipe nationale à partir des années 50-60. Je peux citer Eusebio comme le plus grand des exemples. Le texte est en description si ça vous intéresse, parce que là, on va se concentrer plus spécifiquement sur l'Hexagone. Et oui, la France aussi va se servir pour son équipe nationale, et les clubs vont aussi prospecter sur le continent africain. C'est une manière de trouver de la main-d'œuvre de qualité et bon marché. On a par exemple Raoul Diagne, fils du député du Sénégal Blaise Diagne, qui est le premier joueur noir à porter le maillot des Bleus en 1931, l'année même où son père devient le premier ministre noir de l'histoire de France. Diagne va devenir pro en France en 1932 au Racing Club de France. On peut aussi parler du Marocain Larbi Ben Barek, qui est engagé par l'OM en 1938. C'est un milieu offensif qui se fait remarquer au Maroc après une formation dans l'artisanat et des matchs avec l'USM Casablanca. Il va être caractérisé par l'expression perle noire qui montre toute son ambivalence. On reconnaît son talent évidemment, sans pour autant le détacher de sa couleur et de son origine, ce qui est le signe d'un racisme systémique. Il est heureusement assez fort pour ne pas tenir compte de tout ce contexte nauséabond, de la part notamment de journalistes français et étrangers. Après un passage à l'Atlético Madrid, il retournera à l'OM avant de finir sa carrière au Maghreb. On est alors à la fin des années 50 et les clubs sont repartis en chasse au début de la décennie, mais pas pour longtemps avec les indépendances qui se profilent. L'équipe de France est donc forcément moins intéressée, les clubs aussi, puisqu'ils ne peuvent avoir que 2 étrangers dans leur équipe. On va d'ailleurs plutôt demander aux joueurs africains des anciennes colonies de se faire naturaliser français pour pouvoir laisser leur place aux joueurs européens. C'est le cas pour Salif Keita, le premier ballon d'or africain. C'est ce qui m'a permis d'être repéré par plusieurs clubs et notamment le Paris Saint-Germain. Tout simplement, le premier contact que j'ai eu avec eux s'était très mal passé parce que ça avait duré très peu de temps, pratiquement une demi-heure, où les dirigeants du Paris Saint-Germain m'avaient demandé de me faire naturaliser. Donc les contacts ont été rompus très rapidement. Puis avec le temps, on a renoué et finalement j'ai pu signer en juillet 1974. C'est aussi à cause de ces conflits que va naître l'UNFP sous l'impulsion du joueur camerounais Eugène Joléa, qui est par ailleurs étudiant en droit, qui participe avec Justo Fontaine et Norbert Eichmann à la création du syndicat. C'est aussi pour ça qu'en 1970, il reste plus que 5 joueurs africains en D1 française. Il n'intéresse plus trop les clubs, PSG tentera quand même le coup avec Daleb, et il aura bien raison. Le footballeur africain est accepté en France en échange de sa rentabilité au sein de l'équipe. Il est applaudi, aimé, estimé, mais malheur à celui qui essaie de s'élever. Bako Touré, footballeur malien en 1973. Cette phrase de Touré résume la place du joueur africain en France et en Europe. Globalement, les joueurs africains arrivent tard en Europe, vers 25 ans en moyenne, ce qui fait une carrière plus courte et en plus sont moins bien payés et galèrent dans leur après-carrière. Une fois qu'ils n'ont plus l'aura du footballeur pro, ils retombent dans un statut d'anonyme, ne sont plus que des travailleurs immigrés, toujours confrontés au racisme et sans leur passe parce qu'ils n'ont plus leur renommée et ne font plus gagner de matchs. Mustapha, vous êtes devenu une vedette, mais une vedette a des responsabilités. Vous avez dit que vous étiez un immigré. Or, tous ces jeunes immigrés, vous êtes leur idole. Est-ce que vous sentez une responsabilité particulière envers eux? C'est vrai que finalement je suis un travailleur immigré un peu spécial parce que
Disons que j'ai pas les mêmes conditions que beaucoup d'entre nous, mais bien sûr ça fait plaisir de servir d'exemple et il faut essayer de ne pas les décevoir. De toute façon, à chaque niveau que ce soit, on a tous des responsabilités. Alors, Et les joueurs africains dans les années 70 commencent à intéresser de plus en plus de monde, notamment les équipes en Europe de l'Est. Mais vous avez le contexte, il faut être plus fort que tous les autres pour réussir en Europe, et souvent pour des clubs peanuts. On va maintenant raconter l'histoire du joueur qui est le principal protagoniste de la vidéo. Je sais, ça s'est pas encore vu, mais c'est maintenant. Et il est né le 8 février 1952. La majeure partie de sa vie va la passer en France, suivant son père qui avait trouvé du travail dans les Ardennes, et où il joue au foot et va vite se faire repérer par le club de Sedan-Torcy. Ce sera le plus jeune contrat stagiaire de l'époque à 14 ans, de lâcher ses études d'électromécanicien après ses débuts en pro à seulement 17 ans, même s'il ne fera qu'un seul match pour sa première saison en 1969. En 71, il doit retourner en Algérie pour faire son service militaire, continuera à jouer au CR Belouizdad, où il s'impose comme un titulaire après quelques mois. Il revient à Sedan en septembre 73 et fera 27 matchs pour 17 buts. Sedan est relégué en D2 et pareil vient le chercher à ce moment-là. Un transfert record pour son arrivée au PSG, 1,35 million de francs, soit quasiment 1 million d'euros aujourd'hui. C'est INSEE qui le dit avec l'inflation et tout. À Paris, il va vite s'installer dans cette jeune équipe en marquant tout le monde dès sa première saison, avec 13 buts en 29 matchs, où son poste oscillera entre meneur de jeu et ailier gauche. En 78, Paris signe sa plus large victoire contre l'OM, c'est toujours bien de le rappeler, et Daleb donnera le ballon du match au président Echter, tout juste déchu de son titre 2 jours auparavant, à cause de cette histoire de double billetterie pour payer les primes des joueurs. 2 jours plus tard, Echter le banni fait ses adieux au public du parc. Mousse va passer 10 ans au club entre 1974 et 1984, 310 matchs officiels joués et va signer les premiers records du club avec 98 buts et 80 passes décisives en tout. Il est le premier joueur du PSG à claquer un quadruplé. Combien de buts vous avez marqué le plus de buts en un match? en compétition officielle, c'est-à-dire en première division, je crois que c'est 4. Contre Fontainebleau? Oui, c'est ça. Il gagnera les 2 premières Coupes de France du club et sera capitaine de l'équipe entre 76 et 78. Faut se dire qu'il est encore aujourd'hui 7e meilleur buteur de l'histoire du club, en 2025. Il est technique, rapide, précis et se démarque aussi en étant le meilleur joueur du championnat en 76 et en 78, alors que le PSG est encore une équipe modeste. Son influence, elle doit alors vraiment être énorme et c'est pour ça qu'il est le chouchou du Parc des Princes. Il est d'ailleurs souvent ciblé par les défenses rugueuses et va connaître quelques blessures à cause de ça. Contrairement à Ben Barek, il a joué pour l'Algérie. Avec sa sélection, il compte seulement 20 matchs pour 6 buts entre 71 et 83. Sûrement qu'il y avait moins de matchs, si j'ai bien tout compris, le fait de jouer à l'étranger t'empêchait de jouer pour ton pays. A priori, cette règle s'assouplit au début des années 80. Et c'est comme ça que le numéro 15 des Fennecs participera à la Coupe du Monde 82 en Espagne, où il brille lors de la victoire 2-1 de l'Algérie sur l'Allemagne de l'Ouest. Les Fennecs seront quand même éliminés en phase de groupe à cause du match de la honte entre l'Autriche et l'Allemagne, les 2 équipes qui s'arrangent pour qualifier ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les derniers matchs des matchs de poule se jouent au même moment dans les grandes compétitions. Malgré un petit nombre de matchs avec la sélection algérienne, il sera élu Fennec d'or en 2001, ce qui l'intronise comme meilleur joueur algérien du siècle. Ça situe encore un peu plus le joueur qu'il était. En 85, Mustapha Daleb prend sa retraite après une dernière saison à l'OGC Nice. Par la suite, il s'installe dans la région parisienne et s'occupe de sa reconversion tout en restant dans le milieu du football, en aidant à l'insertion des jeunes et en participant à des actions caritatives. Il y a assez peu d'infos, il a dû rester discret comme il pouvait déjà l'être en dehors du terrain quand il était joueur. On voit quand même assez régulièrement invité à des événements par le PSG. Il est aussi fait citoyen d'honneur de la ville de Saint-Germain-en-Laye en 2019 et il est sur la fresque des légendes autour du parc, donc toujours bien présent dans le cœur des supporters. Voilà, c'est comme ça qu'on conclut cette vidéo. J'ai pas vraiment réussi à mixer la partie scientifique et la vie de joueur comme j'avais mieux pu le faire pour l'histoire du Parc des Princes. J'espère que ça aurait été intéressant quand même, mais si vous êtes arrivé là, je suppose, et je vous remercie. Prochaine vidéo le mois prochain sur Battlefield 6. Pour le PSG, je me suis pas encore décidé, mais si vous voulez le savoir, vous pouvez vous abonner et liker pour faire ressortir la vidéo au niveau du référencement. Les sources qui m'ont aidé à construire la vidéo sont en description, comme mes réseaux sociaux. En attendant, je vous fais des gros bisous. À très vite. Ciao.